Et bonjour, on est lundi 11 mars, vous êtes bien dans le ZCL News et nous serons ensemble jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Merabli Michael qui est déjà sur le plateau, qui est directeur des sports au conseil départemental. Il va nous parler des dispositifs d'aide aux athlètes. Bonjour, bienvenue. On recevra ensuite Anansa Devouton pour sa chronique Graines de créateurs et ainsi que Monsieur Bernard Leclerc, donc président coordinateur de Nous 4 Seyon, donc qui nous parlera de diverses actions qui mettent en place pour notamment la santé dans les Marie-Galante, enfin dans les dépendances comme Marie-Galante, les Saintes ou Désirade. Au niveau des informations du jour, on parlera de la journée porte ouverte liée à la rééducation au Palais Royal. Donc une journée porte ouverte était mise en place ce samedi pour découvrir ce service. Il s'agira aussi de parler du premier rassemblement des volontaires guadeloupéens dans le cadre des Jeux Olympiques, une rencontre qui s'est faite sur Sainte-Rose. On parlera ensuite de cette journée du poids qui s'est déroulée à Anse-Bertrand pour sa 6e édition. On reviendra sur la coupe de football avec le CSM qui a remporté 4-1 la finale régionale. Et il sera question aussi de l'interview de l'imam pour le Ramadan, donc Ramadan qui a commencé depuis hier, qui va se tenir jusqu'au 9 avril pour les adeptes qui sont musulmans. Voilà pour les titres. On va démarrer par cette journée donc liée à la rééducation au Palais Royal, donc au CHU. C'est l'occasion de faire connaître ces services et de voir les moyens qui sont mis en œuvre pour la rééducation des personnes qui sont nécessiteuses donc de ce type de prise en charge, personnes handicapées qui souffrent aussi d'incapacité physique. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes dans les services de rééducation du CHU sur le site de Palais Royal, les bâtiments Porto Rico et Jamaïque pour les journées portes ouvertes des services de rééducation. Le but de cette journée est donc de faire découvrir au grand public notre service et notre spécialité, mais aussi les activités innovantes qu'on propose dans le service pour la rééducation de nos patients. C'est une très bonne initiative parce que je dis que j'ai vu tellement de choses que ça m'a fait plaisir. Et je dis à la population que nul n'est à l'abri d'un handicap ou d'un AVC. Et surtout de se rapprocher des docteurs compétents parce qu'il y a beaucoup de trucs et de propositions à s'en sortir. Je vous dis, rapprochez-vous du pôle qui s'en occupe du CH. Nous avons décidé de faire cette journée tout simplement parce que le grand public ne connaît pas ce que c'est la médecine physique et de réadaptation. Le grand public ne connaît pas non plus notre service puisqu'on parle beaucoup des autres centres de rééducation mais très peu de Palais Royal. Or, on fait beaucoup de choses. Nous sommes un service de rééducation spécialisé. Nous avons un plateau technique spécialisé. Nous sommes les seuls à faire certaines activités. Notamment, nous sommes les référents en neuro-orthopédie, la neuro-urologie et puis également sur les Covid longs. Donc, c'était vraiment pour faire découvrir au grand public tout ce qu'on propose et aussi qu'ils se rendent compte qu'au CHU, on fait des choses de pointe. Nous sommes ici depuis 2018, d'accord? Auparavant, nous étions à Ricoux, au CHU, et nous avons déménagé en 2018. Juste une petite historique pour comprendre. Quand nous avons démarré à Ricoux, nous avions 24 lits. Aujourd'hui, nous en avons 40. Donc, vous voyez, ça a doublé. Pour que les gens sachent effectivement ce que nous faisons ici en termes d'activité, nous avons pris notre temps, d'accord, de bien nous organiser, mais aussi que nous soyons sûrs et très forts de ce que nous faisons pour nous adresser à cette population. Donc c'est une première en matière de rééducation, mais c'est vraiment une première. Hein. C'est pour montrer ce que nous faisons, hein, dire aux gens qu'ici, sur ce site-là, en Guadeloupe, en matière de rééducation, eh bien, ils ont des services de très haut niveau. Voilà, assurer une bonne prise en charge de ces patients est une importance, on va dire, pour nos concitoyens. On va parler maintenant du premier rassemblement de volontaires qui s'est déroulé dans le cadre des Jeux Olympiques, donc qui auront lieu au mois de juillet 2024. Et 38 volontaires de l'archipel se sont réunis pour justement commencer à créer ce réseau à la base nautique de Sainte-Rose. On voit un reportage ensemble.
L'idée, c'était de rassembler les 38 volontaires guadeloupéens qui seront demain aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a 38 volontaires, comme je le disais. L'idée, c'est qu'ils se connaissent, qu'ils se rassemblent, qu'on crée une cohésion entre eux. Et puis, on a également un accompagnement, notamment sur le billet aérien, qui va être mis en place. Et donc, c'était l'occasion de faire intervenir nos partenaires, qui sont Air France et la DOM. Être volontaire, c'est une mission, ce sont des missions très diversifiées, très variées. Donc on peut être sur les sites de compétition, donc c'est-à-dire accompagner les sportifs jusqu'au terrain de compétition. On peut être aussi sur le village olympique, on peut accompagner les touristes, les journalistes, le personnel médical. Donc voilà, c'est des missions très variées qui vont avoir lieu durant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je suis volontaire parce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose d'important et ça se déroule en France. Bon, il ne fallait pas louper l'occasion. Et je veux signaler entre autres que j'ai déjà participé à la Coupe du Monde 98. J'étais dans les vestiaires de Stade de France pour des joueurs. Donc j'ai vécu ce genre d'événement. C'est très, très, très intéressant. Pour moi, il ne fallait pas que je rate les Jeux olympiques. J'ai participé aux Jeux de la Caraïbe en 2023 qui sont tenus en Guadeloupe. Et bon, ça n'a duré qu'une semaine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Le fait d'être en contact avec des gens qui viennent d'un peu partout. Bien sûr, moi, j'aime beaucoup le sport. Donc, je ne pouvais que me positionner sur cet événement sportif international. Je ne sais pas si j'aurais d'autres chances de participer à ce genre d'événement. Et le fait que ça se tienne en France, pour moi, c'est une opportunité à ne pas manquer. L'enjeu pour eux, c'est de se connaître, puisqu'ils vont être à 7000 km de la Guadeloupe pendant des fois 2 semaines ou 4 semaines pour certains. Donc d'apprendre à se connaître, de les rassurer aussi sur les missions qui seront les leurs durant cette compétition. On a eu la chance d'avoir le témoignage d'une ancienne volontaire, donc une Guadeloupéenne qui a vécu les Jeux de Rio à l'époque, et donc qui a pu leur expliquer la manière dont ils vont servir aussi ces Jeux olympiques et accompagner les sportifs. Il faut savoir que ce seront les premiers points de contact des sportifs durant les Jeux, et donc c'est une expérience incroyable pour eux par rapport à cet événement. Voilà, une expérience qui aura lieu donc très prochainement. On va suivre de près ces volontaires. On va parler maintenant de la journée du poids qui s'est déroulée à Anse-Bertrand. En fait, cet événement s'inscrit dans un cadre du label Réserve de biosphère, donc, qui est porté par le Parc national de la Guadeloupe. Cette 6e édition organisée donc, par la ville d'Anse-Bertrand et le Parc national s'est tenue ce dimanche à l'ancien camp militaire. Et c'est une journée qui permet de sensibiliser la communauté sur l'importance de nos légumineuses. On va voir un reportage ensemble. Nous sommes sur le site de l'ancien camp militaire d'Anse-Bertrand où se déroule la 6e édition de la journée des pois et légumineuses. Et donc cette journée, 6e édition, c'est un vrai succès puisque la population est là, les exposants sont là, il y a plus de 60 exposants. Et nous sommes ravis que aussi bien la population que les exposants, les restaurateurs, tout le monde est content parce qu'ils jouent le jeu. Il y a un vrai échange de proximité où il y a aussi l'aspect économique. Mais aussi cet après-midi, il y aura l'aspect, je dirais, culturel et scientifique. Ce que j'ai vu chez les différents agriculteurs, il y avait pois noirs, pois d'Angola, pois boukoussou, pois savon, il y avait aussi des haricots verts. Et en gros, c'est ça, quoi. Et, ah oui, des pois canes. Si j'ai un message à adresser, je veux l'adresser essentiellement aux agriculteurs. Demander aux agriculteurs de prendre conscience que la production de pois en Guadeloupe est une vraie opportunité pour permettre d'augmenter leurs revenus et qu'ils peuvent rentrer dans une démarche de production de pois parce que les pois qui seront produits seront toujours vendus. Les pois, c'est l'affaire des Guadeloupéens. Le Guadeloupéen, il connaît les pois. Quel Guadeloupéen ne connaît pas? Et regardez, aujourd'hui, vous avez toutes les générations. Et c'est ce qui est formidable. On a même des enfants qui sont venus accompagnés de leurs parents parce que ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Qui n'a pas eu ou qui n'a pas un pied de pois chez lui? Vous n'allez pas trouver un pied de fruits à pain aussi facilement que vous allez trouver un pied de pois. Une barrière, c'était fait avec des pieds de pois. Partout. Et donc, c'est vraiment la Guadeloupe, c'est de l'âme guadeloupéenne. On est à la 6e édition et il y a encore plus de monde. L'an dernier, on a eu 3000 visiteurs. Cette année, je ne sais pas, depuis ce matin, les gens viennent et on les appelle à continuer à venir à Anse-Bertrand. Il y a le Guadeloupéen. Et autour de ce Guadeloupéen, vous avez aussi des visiteurs, des touristes qui sont venus
pour voir cette richesse et se dire, après tout, c'est intéressant, ça sera demain un excellent produit d'exportation. Mais d'abord, structurons ce produit pour satisfaire la production locale, pour qu'on puisse avoir cette autonomie, cette autosuffisance agricole, alimentaire, pardon, qu'on recherche sur le territoire de la Guadeloupe. J'ai acheté des produits du terroir. En fait, il s'agit d'un repas à base de pois, parce que c'est la journée des pois. Et comme cela m'a mis l'eau à la bouche avant même de l'avoir mangé, donc je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. Voilà, une journée de poids et qui a permis de mettre en lumière tous les enjeux qu'on peut avoir par rapport à la sécurité alimentaire et à notre diversité. On va enchaîner avec notre premier invité, donc Monsieur Merabli Michael, donc qui est directeur des sports au conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous allez nous parler des dispositifs d'aide aux athlètes. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler des différentes initiatives que le conseil départemental a envers les athlètes en Guadeloupe? Alors, il faut savoir, bonjour à tous, il faut savoir que le conseil départemental a une double action, c'est-à-dire aide aussi bien les comités et ligues que les associations sportives. Donc, ce qui permet justement à un athlète qui, par exemple, est dans un club de pouvoir bénéficier de l'aide du conseil départemental, car son association sert de support par rapport à son projet. Donc, la démarche aujourd'hui du conseil départemental, c'est de vraiment créer un sport de masse pour pouvoir permettre justement à notre population d'adhérer aux dispositifs sportifs et en même temps accompagner les comités et ligues qui permettent justement de mettre en place un sport en radio plus d'élite qui permettra de représenter le département et le conseil départemental. Et donc, comment le conseil départemental travaille avec ces fédérations-là pour promouvoir le travail, en fait? Oui, c'est une très très belle question. Alors, en général, les associations dans leur programme d'activité nous font parvenir des demandes de subventions. C'est un va-et-vient justement entre les services et les associations pour les aider à monter le projet et pour les accompagner. Alors, aujourd'hui, une association qui, par exemple, a un projet de voyage ou un projet de réalisation sportive nous font parvenir leur projet. À ce moment-là, ils sont étudiés au sein du service et proposés en commission thématique, qui est la commission sport. Et après, les élus le valident en commission permanente. Ça, c'est pour on va dire, le réseau de masse. Concernant les comités éthiques, c'est la même démarche, sauf que sur l'année 2024, le conseil départemental a décidé de travailler en contrat d'objectif avec les comités éthiques. C'est-à-dire, ils nous proposent leur programme d'activité avec le demande de financement et nous, au niveau des services, sous proposition bien sûr, la commission sport valide ces projets. Donc, c'est le cadre qui permet justement de fixer un programme et de permettre justement à ces comités de pouvoir travailler sereinement sur l'année 2024. Donc, en fait, ils proposent leur programme et vous validez en fonction de vos valeurs, de comment c'est... Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil départemental, c'est la collectivité des solidarités. Donc, il est important pour nous, justement, de toucher un public qui serait en marge, justement, du monde sportif. Donc, on a un certain nombre de prérequis que nous demandons, justement, aux comités de ligue d'intégrer dans leur démarche, c'est-à-dire le sport de masse, le sport pour tous, et aussi l'inclusion sociale qui permet, justement, d'aller dans des quartiers dits difficiles pour permettre aux jeunes de bénéficier d'activités sportives. Quels sont les principaux défis pour ces athlètes en Guadeloupe? Est-ce qu'on a des spécificités locales, on va dire, par rapport à l'Hexagone? Alors, il y a un mot qu'on n'aime pas trop, qui est le mot de résilience, mais la capacité qu'a nos jeunes sportifs de pouvoir bien faire avec peu de moyens nous permet justement aujourd'hui de se dire qu'il y a une possibilité de travailler au point de vue local et de permettre justement à ces jeunes de pouvoir rester dans le tissu familial tout en essayant de progresser. L'un des meilleurs exemples qu'on a eu, c'était William Belossian, qui est resté très longtemps au niveau local avant de partir sur la métropole, avec bien sûr des moyens, des accompagnements qui permettent justement à ce jeune de rester dans son tissu familial et de pouvoir progresser de la sorte. Alors, effectivement, on se pose la problématique des infrastructures. Souvent, on en revient là-dessus. Mais je pense qu'on a d'autres possibilités qui permettent justement aux jeunes athlètes de pouvoir progresser. L'utilisation de la plage, l'utilisation de la mer, l'utilisation de la montagne, qui permet justement à ces jeunes Guadeloupéens de pouvoir viser plus haut. Justement, en parlant d'infrastructure, quel est le niveau? Est-ce qu'il est satisfaisant en Guadeloupe selon vous ou bien il mériterait d'être amélioré?
Si vous me posez la question, c'est que j'imagine que vous avez la réponse. Non, pas du tout, je pose la question. Oui, non, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'on a un retard au niveau des infrastructures. Mais si on s'arrête à cette problématique, on ferme boutique. Donc je pense qu'il est conscient de prendre conscience de la difficulté que nous avons au niveau des infrastructures, mais aussi de proposer autre chose à nos jeunes sportifs qui leur permettent justement de pouvoir progresser. Après, il est évident que les confrontations à l'extérieur permettent justement de pallier à ce manquement. Et c'est là-dessus que nous travaillons en lien avec la région, en lien avec la DRAGES, pour justement aider au cofinancement des déplacements des sportifs. D'accord. Et comment le conseil départemental, justement, encourage les jeunes à participer, que ce soit au cyclisme, les courses, tours, enfin, comment, par rapport au football, on va en parler tout à l'heure, mais comment ils participent à justement propulser ces jeunes-là? Alors, en tout cas, dans la démarche du président, c'est que le conseil départemental puisse être accompagné aux porteurs de grands projets. Vous savez, le visuel, les grands événements attirent justement le sportif, et c'est la raison pour laquelle, avec la Ligue de football, nous travaillons sur le tournoi U16 international qui a eu lieu l'an dernier et qui sera repris cette année avec des clubs de la métropole, des clubs de la Caraïbe. C'est pour susciter l'intérêt et montrer justement aux jeunes sportifs qu'il y a des choses qui se font et que ces manifestations permettent à nos jeunes sportifs de pouvoir s'identifier. C'est le cas pour le football, c'est le cas pour le basket, avec la Coupe départementale de basket, et c'est le cas aussi au niveau des courses hippiques qui permettent justement à tout un chacun de se dire il y a des manifestations qui existent, le conseil départemental finance ces manifestations afin de susciter l'intérêt des jeunes sportifs guadeloupéens. D'accord. Donc la vision du conseil départemental, vous avez dit, c'est d'être à la fois porteur de projets, enfin soutenant de projets, et aussi permettre aux jeunes de viser à la fois national mais international. Exactement. C'est une démarche qui est importante. En travaillant sous la masse, on permet de tirer l'élite. Donc il est important pour nous justement d'accompagner, comme je le disais, les clubs sportifs pour vraiment aller chercher les jeunes à potentiel et de permettre justement à ces jeunes-là de pouvoir bénéficier d'accompagnement qui leur permettra justement de pouvoir viser le national. On a quelques jeunes athlètes comme Ilan Bizassen qui est champion de France junior, et sur qui nous allons travailler, mettre des choses en place avec son club, avec la municipalité de Lamontin pour permettre justement d'accompagner les jeunes sportifs vers le haut niveau. Et avec les Jeux Olympiques qui arrivent, qui vont encore susciter beaucoup plus d'intérêt. C'est la raison pour laquelle il faut le souligner que le président Losbar a mis des moyens au niveau de la direction des sports. Aujourd'hui, le budget concernant le monde sportif est près de 2 millions d'euros pour accompagner justement les comités et ligues, les associations sportives et les jeunes sportifs. Donc c'est vraiment une volonté politique d'accompagner notre jeunesse à travers le sport et pour permettre de former les hommes de demain. D'accord. Donc, est-ce que vous parlez de dispositifs, donc on a parlé associatifs ou dans les fédérations, est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour justement les athlètes? Est-ce que vous avez un programme particulier? Alors, on demande justement, de plus en plus, tout à l'heure, je vous parlais du contrat d'objectif. À l'intérieur de ce contrat d'objectif, il y a justement ce projet, c'est-à-dire de déterminer les volontés, les athlètes à potentiel et pour pouvoir nous proposer un programme d'accompagnement. Alors, ça s'est fait notamment pour les sportifs handisport, le conseil départemental qui a la compétence du handicap, et nous accompagnons M. Raboteur, nous accompagnons M. Yann Jacques, qui sont des sportifs référencés qui potentiellement peuvent aller aux Jeux Olympiques, et le conseil départemental, à travers ses services, aussi bien la direction des personnes handicapées et âgées que la direction du sport, on a mis en place un cofinancement pour pouvoir accompagner ces sportifs vers le haut niveau. Il y a justement bientôt une rencontre en Didance. Est-ce que le conseil départemental est associé à ça ou bien c'est différent en Didance? Oui, on est de plus en plus sollicité. D'accord. Parce que les associations et les comités ont bien compris que nous sommes là pour les accompagner. Donc aujourd'hui, on touche tout public. On touche aussi bien les sports, on va dire, qui sont connus, que aussi bien le dispositif des 2 heures de sport au collège qui permet justement à des jeunes de s'identifier sur d'autres sports, comme la boxe,
boxe, comme la danse, et qui justement nous permet nous aussi d'aller vers des jeunes et qui sont porteurs de projets. Donc on est dans cette démarche et on est très disponible pour pouvoir accompagner ces structures. Donc justement, est-ce qu'en Guadeloupe, on a ce potentiel, enfin ce vivier d'athlètes? Est-ce qu'il y a la relève est assurée justement? Alors moi je suis très optimiste. Moi je pense que le Guadeloupéen a des capacités génétiques qui sont hors normes et c'est à nous justement à susciter cet intérêt et à les accompagner. Parce qu'effectivement, tout le monde ne deviendra pas sportif de haut niveau, mais le sport peut aider justement à un jeune de se construire et à travers le sport de faire des études et de pouvoir continuer à aller plus loin. Donc nous sommes dans cette démarche au niveau du conseil départemental. On travaille en lien avec le service des étudiants du conseil départemental, le service de la mission jeunesse, le service des personnes handicapées, la direction du sport. Donc c'est une organisation, on va dire, transversale qui permet justement à ce jeune de pouvoir avoir ses repères et de se dire qu'il y a une collectivité qui est là pour les accompagner, pour leur permettre de devenir des hommes de demain. Bon, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Merabi, d'être venu nous parler de tout cet accompagnement que vous faites autour des athlètes. Et on sait qu'avec les Jeux Olympiques, il y aura encore une flambée sûrement de vocations à venir. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de cette invitation et nous restons disponibles pour tout complément d'information. D'accord, merci beaucoup. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Anantsa Devouton pour sa chronique Graines de créateurs. Elle va nous parler de résolution de problèmes. À tout à l'heure. Et rebonjour, il est 13h06, nous sommes ensemble pour la deuxième partie du ZCL et on va recevoir donc Anantsa Devouton qui est avec nous, qui va nous parler de la résolution de problèmes. Bonjour Anantsa. Bonjour tout le monde. Alors avant de venir sur cette chronique, on va parler de la suite des informations et parler de la Coupe Vive donc, qui a été remportée par le CSM ce samedi au Stade des Abîmes. Ils ont remporté 4-1 au détriment de la solidarité scolaire. On voit un reportage ensemble. Je pense que nous avons fait un match sérieux. Nous avons pris l'avantage et rapidement nous avons été rejoints, mais sans pour cela se désorganiser. En restant serein, nous avons fait ce qu'il fallait et puis rapidement nous avons pris l'avantage. Et en revenant de la mi-temps, eh bien, nous avons enfoncé le clou assez rapidement, ce qui, je pense, a un petit peu découragé notre adversaire. Il y a beaucoup de frustration de la part des joueurs. Vous savez, nous sommes quand même... on ne fait pas le championnat que nous faisons parce que tout se passe bien. Donc, quelque part, oui, nous avons voulu avoir l'ambition de bien figurer ce soir. C'est ce que nous avons essayé de faire. Vous avez vu, comme vous l'avez pu le constater, qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui ont voulu serrer les dents pour pouvoir quand même fournir une bonne opposition. Je pense quand même que sous la première mi-temps, ça s'est vu. Mais après, voilà, il y a des éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut les accepter également. La déception, elle est plutôt sur le tournant du match. On a un pénalty, un carton rouge que l'arbitre doit mettre parce que Miroval s'en va seul au but en première mi-temps. Tout le monde l'a vu. Il n'y a que lui qui ne l'a pas vu. Après, sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. C'est pas, nous avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes sur les erreurs défensives que nous avons faites et notamment la mauvaise entame de match. Mais le tournant du match reste quand même ce pénalty et ce carton rouge qui n'ont pas été attribués au CSM en fin de première mi-temps. On ne va pas résumer que sur le fait que ça soit qu'une belle victoire. Ça fut surtout un bon match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de résistance en face quand même si le score paraît large, mais n'empêche jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Je crois qu'on a été aussi à la hauteur de notre engagement par rapport à l'importance de ce match-là. On voulait vraiment encore vivre cette expérience dans la Martinique et pourquoi pas bien représenter la Guadeloupe une nouvelle fois. Voilà, donc le CSM va rejoindre la finale interrégionale, c'est-à-dire internationale, interrégionale en Martinique qui aura lieu fin mai, début juin. On va enchaîner avec le Ramadan qui a commencé depuis hier et ceci jusqu'au 9 avril. Le Ramadan, ça concerne à peu près 1 millier de personnes en Guadeloupe et pendant ce mois de jeûne, ils n'ont pas le droit ni de boire, ni de manger, ni de fumer, ni d'avoir de relations sexuelle de l'aube jusqu'au coucher du soleil. On voit un reportage, une interview de l'imam de Guadeloupe.
Le Ramadan est un mois, le 9e mois dans le calendrier islamique. C'est un mois sacré, béni. Durant ce mois, les musulmans jeûnent tout au long du mois, de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent les enfants, elles ne jeûnent pas. Et pendant ce mois, en fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit qu'en fait, que Dieu, il bénit beaucoup les musulmans qui jeûnent pendant cette période. En fait, ils reçoivent des bénédictions. Et d'ailleurs, le jeûne a été précis dans toutes les religions. Donc l'islam, dans ce cas-là, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Beaucoup de musulmans vont essayer de venir à la mosquée pour augmenter dans leur foi, pour faire beaucoup plus d'actes d'adoration, faire plus de charité, être bienveillants vis-à-vis de leurs voisins et ainsi. Donc à la mosquée aussi, la mosquée va rester ouverte, si Dieu le veut, Inch'Allah, pendant tout au long du mois de Ramadan. Et les musulmans pourront venir profiter et adorer leur Seigneur. Il y a les frères et les sœurs qui vont venir et nous allons manger ici ensemble après la rupture de la jeûne. Et oui, c'est un moment de chaleur que les familles invitent les autres. Ainsi, dans l'islam, Dieu nous conseille en fait d'inviter nos frères et nos sœurs à la maison et leur partager la nourriture, partager cet amour que nous avons avec nos voisins et avec nos frères. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est un mois de patience. Et Dieu, il a dit dans le Saint-Coran que la patience sera récompensée par l'admission au paradis. Donc les musulmans, ils doivent essayer d'être patients vis-à-vis de... Parfois, il y a des difficultés dans la vie de tous les jours. Donc l'islam ou le ramadan plutôt, ce que nous apprend, c'est la patience. Donc nous devons essayer de pratiquer cette patience dans notre vie de tous les jours. Voilà, donc jusqu'au 9 avril. Maintenant, nous allons parler de résolution de problèmes avec Anansa de Vouton et sa chronique Graines de créateurs. On lance ce générique. Donc bonjour Anansa, bienvenue pour la résolution de problèmes. Pourquoi? Alors, j'ai choisi ce thème parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, entrepreneur, pas entrepreneur, et j'aime bien en général toucher un peu les deux mondes. Donc du coup, j'ai choisi résolution de problèmes, pardon. Et du coup, pour commencer, on va parler de la gestion et de la résolution de problèmes, et je vais commencer par le fait que c'est un problème, enfin, que fondamentalement, ça sert en tout cas à progresser et évoluer. C'est la première chose qu'on doit se mettre en tête quand on rencontre un problème. C'est juste que parfois, ça peut être épineux, embêtant, ça peut être tout ce qu'on pourrait, en tout cas, avec des connotations négatives, mais c'est quelque chose qui est censé nous faire, en tout cas, passer à un niveau supérieur. Donc, c'est positif. Donc, c'est positif. Alors, comment on pourrait définir le problème, en fait? Alors, pour moi, le problème, en fait, pour parler simplement, un problème, c'est une situation où on rencontre une difficulté qui nécessite une solution. Tout simplement. D'accord. Pour faire très, très, très simple. C'est ça. C'est mathématique. C'est mathématique. Et de toute façon, c'est ce qui invite, en tout cas, j'invite tout le monde à faire quand il rencontre un problème, c'est de s'ouvrir à l'apprentissage. Parce que du coup, aujourd'hui, on va rencontrer un problème, mais si on reste sur ses acquis et sur ce qu'on pense savoir ou ce qu'on sait, on ne pourra pas essayer de nouvelles choses, en tout cas, ouvrir le champ des possibles et effectivement toucher à un niveau supérieur, en tout cas, évoluer. Et donc, quelles conséquences il peut y avoir à ne pas résoudre ce problème, en fait? Alors, avant de rentrer sur... je vais rester sur la conséquence. Les conséquences... Déjà, pour pouvoir les repérer et en tout cas pouvoir les anticiper, parce que parfois on ne les reconnaît pas, c'est savoir regarder, si on ne résout pas le problème, quelles vont être les conséquences à court terme, moyen terme, long terme. En fait, en général, on ne regarde pas ça, on se trouve devant une situation, on dit juste que c'est un peu chiant, et puis on s'arrête là et on essaie de passer à autre chose. Alors que, en fait, si on ne l'affronte pas et qu'on ne l'anticipe pas, on n'essaye pas d'avoir une vision un peu plus loin, ben, du coup, on va se retrouver dans des situations en fait, qu'on ne saura pas anticiper, qu'on ne pourra pas gérer. Donc, je prends l'exemple de moi, par exemple, je suis entrepreneur, ça m'arrive d'accompagner des personnes, des entrepreneurs au niveau du travail. En fait, si je ne fais pas la mission pour laquelle je suis payée et sur laquelle je me suis engagée, ça va poser problème. Mais ça va poser problème. À court terme, mais déjà, je vais me retrouver à un moment débordé par le travail. À moyen terme, le client va me lâcher. Il va partir. À long terme,
je vais perdre d'autres clients, j'en aurai pas de nouveaux, je vais certainement fermer, je vais chercher loin. Oui. Je vais peut-être me retrouver dans une situation, je vais développer un syndrome de l'imposteur. Et pour aller vraiment, vraiment plus loin, mais ça va peut-être même toucher l'estime de moi-même, qui va toucher ma personnalité. Et c'est la catastrophe. En fait, c'est un effet boule de neige. Si on n'affronte pas un problème, on ne peut pas imaginer des fois jusqu'où ça peut nous emmener. Et c'est pour ça que la genèse même de la résolution de problème, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème, tout simplement. Tant qu'on n'a pas compris, c'est la première étape. Si on n'a pas compris qu'il y a un problème, et si on n'a pas accepté qu'il y a un problème, parfois c'est une question d'ego, parfois c'est une question d'acceptation, parfois c'est une question d'éducation. Pour nous, c'est normal. Donc du coup, on ne va jamais se dire que c'est un problème, mais en fait, parfois, il faut juste accepter la situation, prendre du recul et se dire, OK, il y a un problème. Et là, c'est le début, en fait, de l'aventure. On va dire ça comme ça. Donc, en fait, petit problème, c'est plus facile à gérer qu'un gros problème. Alors, je préfère qu'on commence par gérer un petit problème que de gérer un gros. Comme ça, au moins, on prend des premières marques, on a des témoins qui nous permettent de voir comment on avance. Mais en soi, le principe reste le même. Donc, le premier truc à changer, quand même, pour moi, le plus gros problème face à un problème, oui. Déjà, c'est la façon dont on le voit. Et en fait, la vision qu'on a par rapport à un problème. Quand on était à l'école, par exemple, on avait souvent des problèmes à résoudre. Donc, du coup, on nous apprend à résoudre des problèmes depuis très tôt. C'est juste que c'est compliqué ou on n'est pas forcément suivi. Mais ça aide en tout cas pour demain. Ce sont des mathématiques, mais ça aide à une certaine logique, à une certaine discipline pour la suite. Mais quand je parle de le plus gros problème, c'est la vision qu'on a. C'est est-ce qu'on est centré plus problème ou est-ce qu'on est centré plus solution? En fait, qu'est-ce qu'on regarde? En fonction de ce qu'on va regarder, en fait, on aura un avenir différent. Tout simplement. Alors, je prends un exemple parce que, comme par hasard, et je pense que c'est ça qui a aidé un peu le sujet, depuis quelques semaines, je suis entourée de personnes qui n'arrêtent pas de me dire « chez Marie, c'est pour bête ». D'accord, oui, c'est une citation que d'ailleurs je connaissais et que j'utilisais aussi. Mais adapté à l'entrepreneuriat, comment c'est ça? Eh bien, que j'ai choisi en tout cas de ne plus utiliser en tout cas de mon vocabulaire de tous les jours parce qu'on va ni chien, ni mari, ni battu. Et pour les personnes qui en tout cas se reconnaissent dans la citation et qui l'utilisent, moi j'ai choisi en tout cas pour ma part d'éviter des termes ou des mots qui peuvent m'amener une vibration qui ne me correspond pas, en tout cas qui ne me correspond plus, pour éviter que ça ait une interférence sur qui je suis aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'elle est commune et qu'elle est réelle, cette citation, parce qu'elle est plutôt inspirante. Oui. Mais si quelqu'un se trouve dans une situation où il utilise beaucoup cette situation-là, il est plutôt centré, en tout cas, orienté problème. Et du coup, la solution pourrait être que si Marie déjà, c'est de démarrer. C'est la première étape. C'est la première étape. Et puis de changer, de regarder dans un miroir pour qu'il puisse se rendre compte que finalement, il n'est pas si chien que ça. De deux. Et puis, le battu, ben, du coup, s'il arrive à se détacher, ben, du coup, il n'est plus dans la situation où il est battu. S'il arrive à demander de l'aide aussi, c'est OK. Et si toutefois, il sort de là où il est et qu'il remarie un côté où il est rebattu, à ce moment-là, il va falloir qu'il transforme. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet. Du coup, ce serait quoi les étapes pour résoudre le problème? Enfin, alors, le problème. Avant de rentrer déjà dans l'étape, résoudre un problème, c'est pas juste résoudre un problème. Alors, quand je parle, moi, de résoudre un problème, ma façon de faire aujourd'hui, et surtout quand j'accompagne du monde, quand je vais accompagner à résoudre un problème, quel qu'il soit, je vais faire en sorte pour que la personne ne se retrouve plus jamais dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là qu'on va venir sur les étapes, elle va d'abord prendre conscience de la situation, donc du problème. Si on a moyen de pallier à la situation pour déjà pouvoir la gérer au mieux, deuxième étape, on va mettre un palliatif, mais ce n'est pas toujours évident, hein, en fonction de la situation, ou parfois pas nécessaire. Ensuite, on va analyser le problème. Il faut trouver la source, parce que si on ne trouve pas le pourquoi, ben ça va se répéter. Tout à fait. Ensuite, on va... Alors, j'ai marqué solution, mais en fait, il en faut plusieurs. Alors, solution. Moi, j'en conseille minimum 5. Faire un plan d'action, passer à l'action et prévenir. Alors, quand je parle de solution, 5 pourquoi? Parce que même si c'est une seule qu'on met en pratique tout de suite, en tout cas dans le plan d'action, moi,
et surtout par rapport à mes formations, j'invite à avoir un panel en fait de solutions, parce que s'il y a un autre problème qui arrive demain, presque similaire, ben, on a déjà un petit lot de solutions. Et si jamais le même problème se répète, c'est que la solution apportée n'est pas efficace, donc du coup il en reste encore 4. Oui, ça laisse donc c'est plutôt ça laisse un moyen de prévenir et d'anticiper. Et la prévention, ben, en fait, c'est qu'une fois qu'on a compris la source, qu'on a des solutions, etc., ben, ça évite que, par exemple, la personne, quand elle se retrouve dans un problème, en fonction de comment elle a géré le problème, ça peut être une dépression, ça peut être aussi un truc très rapide, c'est juste on enlève un pansement, on crie « oups » et puis c'est fini. Ben, du coup, elle a plus de facilité, en tout cas, à gérer ça. Presque... elle ne se rend même pas forcément compte que c'est un problème. Mais souvent, on a peur de retirer ce pansement-là, en fait. Donc, c'est la première étape, souvent, qui est la plus difficile, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il faut prendre conscience du problème en commençant par là. Et moi, je sais que pour ma part, ça m'arrive toujours dans certaines situations où j'ai peur d'aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière le problème. Et... parfois, ça nous emmène très loin, mais parfois, des fois, la solution, elle est juste là. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore accepté le problème. Et moi, de toute façon, la peur et les problèmes, ce sont des sujets sur lesquels je prends directement mon agenda et je prends un rendez-vous avec, avec la situation parce que je n'ai pas envie d'avoir ce genre de temps. Alors, je dis temps, mais ça fait partie du jeu. Mais je préfère me sentir libre de faire ou de ne pas faire, ou de même de me tromper. Mais ça va me permettre de pouvoir faire autrement demain, etc. Donc, est-ce qu'il y a des outils justement pour apprendre à faire ça? Alors, il y a beaucoup d'outils. Alors, il y a des gens qui proposent du PNL, on utilise aussi des méthodes de neurosciences. En fait, il y a plein de solutions qui sont proposées. Donc, en fait, il suffit déjà de se rendre compte qu'il y a un problème, en tout cas une difficulté ou un blocage quelque part. Et à ce moment-là, se dire, bon, ben écoute, moi, j'y arrive pas tout seul. Et je vais essayer de voir où est-ce que je peux recevoir de l'aide, comment. Ben, en fait, c'est pas forcément comment, des fois, mais en tout cas, commencer à s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut trouver. Et en tout cas, le but, c'est de se faire accompagner par une structure. C'est le mieux, ou se former. Comme tout à l'heure, on parlait de formation. Et comment se faire aider, hein? Alors, du coup, il y a plusieurs structures, comme je disais, qui le font. Mais je propose, en tout cas, par rapport à travers, en tout cas, toutes les expériences que j'ai eues et les formations que j'ai eues, notamment en neurosciences, d'accompagner tous les entrepreneurs ou particuliers, hein, parce que du coup, là, on parle d'entrepreneuriat, mais pas que, à me prendre contact avec moi à travers Coaching GPM, qui est devenu centre de formation depuis 2024, agréé Calliope. Certifié Calliope, pardon. Donc, du coup, selon moi, si quelqu'un a un problème aujourd'hui en écoutant cette chaîne, c'est qu'il ne nous a juste pas contactés. Mais voilà. Mais alors, juste par rapport aux entrepreneurs, quels seraient pour les entrepreneurs les problèmes qu'il pourrait y avoir spécifiques à l'entrepreneuriat? Alors, le problème que j'ai énoncé tout à l'heure, hein, parfois il y a une baisse de motivation où on ne se rend pas compte forcément qu'on est pris par d'autres choses et du coup on est un peu débordé et on ne règle pas le problème. Mais ça peut être par rapport à un problème personnel. Donc, du coup, on ne peut pas être présent dans le travail parce qu'on doit être autre part. Ça peut être aussi parce que, du coup, il y a trop de travail. Donc, du coup, on ne peut pas répondre à tous les besoins parce que, du coup, il manque du personnel pour travailler. Donc, on se retrouve débordé. Ça peut être aussi une baisse de motivation, tout simplement, qui fait que on n'a plus l'envie, on n'a plus cette magie-là qui nous anime, qui fait qu'on se lève le matin et qu'on y va. Parce qu'il faut savoir qu'entrepreneur, on n'a pas un patron derrière avec un salaire en enjeu. On est autonome. Donc, ça veut dire que si toi, tu es down, c'est compliqué. Voilà, et ça se ressent sur le chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça, ça se ressent partout, puisque ça va toucher l'entreprise, mais ça va toucher aussi la vie privée, ça va toucher un peu tout ce qui est autour. Ok, donc en fait, est-ce que c'est plus difficile en tant qu'entrepreneur, justement, de prendre conscience qu'il y a un problème? Est-ce que c'est quand on voit que justement le chiffre d'affaires il descend, qu'on se rend compte qu'il y a un problème? Comment... Alors, c'est un indicateur. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, alors, c'est pas le seul, parce qu'on peut avoir une baisse de chiffre d'affaires pour d'autres raisons, il y en a plein. Mais en tout cas, un entrepreneur, je parle plus près de ma paroisse, un entrepreneur qui voit son chiffre d'affaires tout de suite, qui baisse, tout de suite, il va être en alerte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire attention, il faut trouver des solutions. Donc, en fait, tout de suite, enfin, c'est presque instinctif. Hein. Un entrepreneur, de toute façon, il est amené à résoudre des problèmes. Je ne connais aucun entrepreneur
qui dure, hein, en tout cas, je parle, hein, qui n'a pas compris, en tout cas, qu'il est amené à résoudre des problèmes et que ça fait partie de sa fonction fondamentale, en fait. Il y a un problème, il y a quelqu'un qui a un problème personnel et qui n'est pas productif au niveau du travail, ben, du coup, il va falloir s'asseoir avec lui et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour le remotiver, et le motiver à reprendre le travail. Pareil, s'il y a un problème à la banque ou il y a un virement qui n'est pas fait, il faut payer les salaires, il faut trouver une solution. En fait, on se retrouve avec plein de petits problèmes. Et si on pense qu'en devenant entrepreneur, on n'en aura pas, du coup, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Il faut l'accepter très tôt. D'accord. Et justement, dans cette résolution de problème, est-ce que il y a plus de femmes, plus d'hommes qui prennent conscience de qui a ça, réagissent, vont vers quelqu'un pour se faire aider? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Oui, t'inquiète pas. J'ai tout assimilé. Alors, je vais commencer par dire que j'aurais tendance à dire que la femme, plus facilement, va se dire qu'il y a un problème et va prendre plus de recul pour le résoudre. Mais ça ne serait pas forcément dans la fonction entrepreneuriale et ça serait peut-être même un jugement de ma part. Parce que du coup, je ne suis pas un homme, donc je ne saurais pas répondre objectivement au sujet. Après, au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un peu des deux. Parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des particularités, ou même des critères qu'un entrepreneur doit avoir. Donc, pour moi, c'est... Pour l'entrepreneuriat, pour les deux, pour moi, il est long. En tout cas, s'ils durent et s'ils rebondissent, c'est qu'ils l'ont. En tout cas, ils ont la possibilité de se faire accompagner par toi, donc coaching, voilà, JP. Donc, avec toutes les données, si on peut remettre le petit flyer pour ceux qui le souhaitent, avoir les coordonnées. Voilà, merci. Avec le mail, le site et le numéro de téléphone. Et comme je disais, si le problème perdure, c'est que vous ne nous avez pas encore contacté. Voilà, c'est dit. Voilà. Bon, merci en tout cas pour cette chronique. On va enchaîner avec notre deuxième coupure publicitaire et on revient tout à l'heure pour parler avec Monsieur Bernard Leclerc, donc des îles du Sud. Voilà. Des organisations qui fait que... Bonjour, alors, troisième plateau, excusez-moi, on avait déjà commencé l'interview avant. Donc, avec monsieur Bernard Ndélé Marie-Claire, donc, qui est président... Leclerc, pas Marie-Claire. Leclerc, pardon. Président coordinateur de Nukatseyon, donc bonjour, bienvenue. Bonjour, et bonjour à la Guadeloupe. Vous êtes ici pour nous parler des îles du Sud. Absolument, je suis un éternel défenseur des îles du Sud, puisque je suis Marie-Galante moi-même. Mais en fait, malgré notre sourire et notre gentillesse légendaire, j'ai l'impression qu'il va quand même falloir arrêter de prendre les gens des îles du Sud pour les moins que rien. D'accord. Nous allons donc faire une deuxième conférence de presse à Marie-Galante le 13 à 10h, au Sirop Café à Grand-Bourg. Donc, la presse est invitée, toute la presse écrite et aussi... des gens ont déjà répondu positivement qu'ils seront là. On invite aussi la population, le monde, je dirais, agricole, le monde de l'artisanat. Tout le monde doit venir, puisque nous allons donc dénoncer encore, je dirais, cet état de fait qui fait qu'à la Désirade, aujourd'hui, au moment où je parle, depuis l'année dernière, début janvier, il n'y a pas de médecin, malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on propose. Mais en fait, rien n'est fait. Les gens, au moment où je parle, il n'y a pas de médecin. C'est-à-dire que si vous vous réveillez, vous êtes malade, vous avez n'importe quel souci, vous êtes obligé de prendre le bateau, d'aller sur Saint-François ou autre. Donc c'est inadmissible dans une terre française, dans un petit pays comme ça, d'une si grande organisation générale qui est un état de fait pareil et que personne ne s'en soucie. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de Nukatseyon, donc c'est les 4 îles du Sud qui se sont réunies. D'où vient en fait cette... C'est-à-dire que notre situation est tellement difficile qu'on est obligé d'essayer de survivre. Et on a fini par comprendre que lorsque Marie-Galante parle, ça n'a plus d'écho en Guadeloupe, a fortiori ailleurs. Lorsque les Saintes parlent, c'est pareil. Donc c'est tout naturellement, je dirais, et par bon sens, que nous nous sommes dit, mais nous défendons les mêmes causes depuis toujours.
et on ne nous entend pas. Le système empirique en place traverse comme un tamis, nous rit au nez, on nous fait croire. On vient de temps en temps à Marie-Galante pendant les élections, notamment les îles du Sud en général. Donc nous nous sommes rapprochés de nous-mêmes avec tout simplement, parce que dans nos malheurs, et on a créé donc nous quatre Seyon, un président donc à Terre de Haut, Terre de Bas, Désirade et Marie-Galante. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, nous travaillons sur comment sortir de cet état d'enfer sur les îles. Et déjà parce que, bon, la souffrance au niveau de la santé, hein, je rappelle rapidement, ça peut paraître banal, tout à fait anodin pour un Guadeloupéen lambda qui est ici, ne pas entendre du tout ce que je dis, comme si ça passe là, ça traverse là. Ce n'est pas le souci du Guadeloupéen. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de médecin, je vous dis, à la Désirade aujourd'hui. Si quelqu'un décède, il faut attendre 15 jours, un mois, quand on a le temps pour venir, qu'il y ait un médecin légiste pour enterrer la personne. Là, dernier mot, il n'y a pas de cellules funéraires, donc les gens attendent chez eux. Voilà. Marie-Galante et les 4 îles sont liées à un hypothétique hélico qui doit venir. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas sur le CHBT à Basse-Terre? Est-ce qu'il n'est pas sur la Martinique? Quelqu'un se casse une jambe, quelqu'un tombe d'un arbre. Il y a n'importe quel accident grave aujourd'hui à Marie-Galante, au Sainte ou alors à la Désirade. Est-ce que l'hélico est disponible ou pas? Personne ne s'en soucie. Les gens dorment, les gens se réveillent le matin, ils font caca, ils font pipi, ils ne se posent aucune question. Ce n'est pas le souci du Guadeloupéen aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se passe à côté. A fortiori, je dirais, les politiques et les responsables. On est dans une situation où on torture les gens. C'est de la torture au niveau donc, des îles, de ces dépendances, comme on dit. Voilà, c'est dépendance. Des gens qui dépendent, pendant que la Guadeloupe essaie de s'en sortir, en train de réclamer, à crier, à quoi, je ne sais quoi, de sortir d'un état de léthargie par l'autonomie, voire même l'indépendance, eh bien nous sommes ratatinés comme des chiens, comme des moins que rien, comme des merdes carrément, et on ne se soucie pas de ce qu'on est, de ce qu'on vit et de notre situation. Ce qui fait que nous, 4 Seyon aujourd'hui, on va encore faire une conférence pour rappeler à l'ordre, pour dire qu'on est en train de vivre quelque chose de terrible sur nos petits territoires. Et qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous avons des pistes que je vais développer tout à l'heure. D'accord. Justement, donc cette association, est-ce qu'elle est suivie par la population déjà marie-galantaise, désiradienne, sainte? Est-ce que vous êtes vraiment suivis et soutenus par les locaux déjà Alors évidemment, on est soutenu parce qu'on a beaucoup d'appels. Il y a même je dirais, des gens des îles du Sud en métropole qui nous ont appelés. On va créer donc un nous 4 Seyon bis en relais avec Île-de-France, parce que beaucoup de Désiradiens, de Saint-Ouen et aussi donc de Marie-Galantais entendent, vivent ce qu'on est en train de vivre, et nous ont demandé donc d'avoir des représentants là-bas pour pousser ces gens-là donc à aussi porter leur pierre à l'édifice. Mais les gens sont KO debout. Il faut savoir que dans une situation pareille, vous avez bien sûr des gens qui sont lucides, mais on a tellement rabaissé ces pays-là, et les gens sont tellement, je dirais, sous, je dirais, la coupe de maire ou d'un représentant politique qui n'osent même plus parler. Ils sont en train de mourir, ils sont KO debout, et on accepte ça parce que Timoun a un tel qui travaille là, un tel est Timoun, les gens ont l'impression que tout est politique, tout est politisé, alors que ce n'est pas vrai du tout. La société civile aujourd'hui a le devoir et l'action de dire à un maire que c'est son devoir de faire telle ou telle chose. On n'a pas baissé les yeux devant un responsable politique. C'est le responsable politique qui a cette responsabilité, comme on dit, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous, aux Antilles, ici en Guadeloupe particulièrement, on a cette culture de la plavantiste, de celui qui se grimpe, qui marche à 4 pattes, parce qu'un tel est maire, un tel est président de ceci, président de cela. Or, c'est de la responsabilité de ces gens-là, justement, de se mettre justement au service pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'on peut parler du transport, puisque là, l'Express des îles a été racheté par les Allemands. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le transport? Ben, forcément, je pense qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas rupture. Déjà, on n'a pas d'avion. On vient de mettre des millions sur le terrain d'aviation à Marie-Galante, l'électrification et tout. Or, on a mis la charrue avant les bœufs.
Cet argent-là, on aurait dû le mettre sur, peut-être, avec public ou semi-public, ou avec... voir comment mettre un bateau rapide pour faire servir et desservir. Aussi. On s'occupe de mettre en place, d'arranger donc un train d'aviation, et en fait qui est fermé, qui ne fonctionne pas, avec 2 coucous d'aides qui viennent de temps en temps pour satisfaire 2 ou 3 familles qui ont le monopole d'avoir un petit coucou de temps en temps, et on n'a pas un service digne de ce nom, comme à l'époque avec la SATER Guadeloupe et avec notamment aussi, je dirais, Air Antilles, qui fonctionnait. Donc on ne met pas ça en place, on ne fait pas ce qu'il faut, mais on va refaire le terrain à coups de millions. Il faut vous montrer un petit peu l'imbécilité des gens. À quel niveau on en est ici? Et les gens sont là en train de se taguer, de se montrer, de se démontrer avec leur cravate et tout. Or, nous nous rendons compte qu'il y a des erreurs d'investissement, des stupidités pareilles en termes de fonctionnement. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de réflexion ou un manque d'audit des besoins réels de la population? C'est même pas tout ça. Je crois qu'il y a un jeu foutisme profond de la Guadeloupe et des îles autour. Les gens sont là, ils ont leur mandat, ils font ce qu'ils font. Ils ont un staff depuis 30 ans, 40 ans autour d'eux. Ils n'ont même pas levé le doigt, qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire. Et ils n'ouvrent pas cette possibilité, c'est-à-dire l'intelligentsia, c'est-à-dire la capacité, la dynamique qu'on pourrait mettre en place pour réfléchir, pour faire sortir quelque chose, on ne le fait pas. C'est pareil pour la TVA aujourd'hui. Subitement, on parle de l'octroi de mer. Ça fait des années qu'on parle. L'État demande de réformer, de revoir le fonctionnement de l'octroi de mer. Et subitement aujourd'hui, qu'on veut se le sucrer pour le transformer en TVA, tout le monde est en train maintenant de se donner des tapes sur les fesses. Alors qu'il fallait depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, porter une réforme intéressante. C'est pareil aussi pour la réforme institutionnelle. C'est pareil pour la réforme statutaire. On est là, on rampe, on marche à 4 pattes et on n'avance pas sur les choses. Or, on a chaque Guadeloupéen est un expert de tout. Chaque Guadeloupéen est un expert de tout. Tu as là expert en boîte à crabe, tu as là expert en pinesse, tu as là expert en pisse. Il y a tout expert en tout, mais sur les choses essentielles, nous devons avancer. Eh bien, on ne voit personne. On ne sait pas se mettre en place. Il y a pas un chef d'orchestre. Chacun est un instrumentiste. Chacun joue sa biguine de son côté, mais il en est incapable de se mettre dans un batteur. Et c'est pareil pour tout. Il y a un seul fait en Guadeloupe où on voit les gens se mettre ensemble, c'est pour le carnaval. Si mon Dieu, merci, si Dieu pouvait faire qu'on pouvait avoir cette même énergie, je demande aux responsables du carnaval de prendre le pays en main. Parce qu'au moins, eux, ils arrivent à catalyser, ils arrivent à mettre les gens debout autour d'un consensus. Qu'ils prennent, qu'on mette ces gens-là à la tête des collectivités de manière à faire avancer le pays. Au moins, on pourra dire, on part de la Gabarre jusqu'à Basse-Terre, chacun avec un balai, on nettoie les routes, on refait l'électrification, on nettoie Pointe-à-Pitre, on enlève tout ce qui est enlevé et le pays va avancer. Au moins, eux, ils arrivent je dirais, à mobiliser du monde. Mais aujourd'hui, qui mobilise qui? Qui fait quoi aujourd'hui? Les Guadeloupéens ne votent même plus. Chalut s'est passé, je crois, avec 24% comme ça de voix. Les gens ne votent plus. Les gens ne Donc il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt. Et ça continue. Les gens, leur petite vie, pendant ce temps, tout le monde s'en va. Ce n'est pas seulement les jeunes qui partent faire des études qui ne reviennent plus, qui ne veulent plus revenir. C'est pire, c'est que des gens qui sont à la retraite se disent, moi, je ne reste plus dans ce pays-là. Je ne reste plus dans le système français. Les gens se barrent. Je vous dis, aujourd'hui, les gens se barrent. Les femmes, les jeunes se barrent, mais aussi même la tranche moyenne, voire même avancée, se barre. Parce que du point de vue santé, même en Guadeloupe, les gens ont peur. Bah justement, en matière de santé, il y a une maison de santé qui a ouvert sur Terre de Haut. Oui, c'est vrai que Terre de Haut, Terre de Bas et tout, alors nous avons des représentants. Le responsable qui est Terre de Bas, c'est M. Froid Gabriel et M. Rémi Cassin au niveau. Donc, il y aura un point qui sera fait. Je ne vais pas anticiper sur ce qu'ils vont dire parce que chacun, même si nous sommes ensemble pour dire ce qu'il y a à dire, mais ils vont devoir faire un point. Alors, la situation n'est pas aussi catastrophique. C'est pareil à Marie-Galante, il y a des médecins, il y a 3 ou 4 médecins, je ne sais pas. Mais n'empêche, ce n'est pas non plus l'Eldorado. Je veux dire, si quelqu'un, je vais vous dire, il y a un accident, les gens sont pouvoir spécialisés, n'importe quoi, il n'y a rien. Il n'y a pas de bloc opératoire, les gens ne peuvent pas naître dans les îles du Sud. Voilà. Une femme enceinte est obligée de venir ici pour naître. Donc, je veux vous dire, il y a comme un coup de pied, je veux dire, qui est donné à ces populations-là, où ils n'ont même pas l'autorisation de naître chez eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie dans la symbolique même. Ma mère a eu 8 enfants à Marie-Galante. Je connais des gens qui ont eu 16 enfants. Les gens naissaient à Marie-Galante. Les gens se débrouillaient. Donc, ça veut dire que nous sommes en 2024.
Nos parents qui étaient des aînés, qui étaient moins érudits que nous, moins experts que nous et qui n'avaient pas été forcément à l'école, qui étaient bien souvent des illettrés, avaient un meilleur bon sens supérieur par rapport à qui nous sommes aujourd'hui. Donc vous avez une génération aujourd'hui de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. Ces gens-là ont échoué la Guadeloupe totalement. Il faut le dire, puisque le pays n'a jamais été aussi minable. Il faut le dire. Ils sont incapables de dire aujourd'hui il faut ça, et de parler avec un interlocuteur direct pour lui dire monsieur, désolé, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qui parle aujourd'hui et qui s'adresse à qui. Le représentant, celui qui devait être représentatif du pays, pour parler du pays, il est incapable de regarder un président de la République dans les yeux et dire franchement, gars, comme on se parle, monsieur, telle ou telle chose. C'est ça le gros problème de la Guadeloupe aujourd'hui. Et c'est pareil pour les îles du Sud. Nous avons des gens qui sont là, qui bouffent l'oxygène qui passe, ils respirent, et pour eux, ils sont contents, ils vont dormir. Le lendemain, ils se réveillent, ils sont aussi heureux de vivre et de voir que... ma foi, nous sommes encore debout, quoi. Est-ce que votre association est écoutée par les élus? Est-ce que vous avez pu échanger pour justement faire votre état des lieux des îles du Sud? Nous avons envoyé des courriers, on a eu des retours, je dirais, par M. Mathiasien. Je l'avais déjà dit, par Olivier Servat aussi, par certains maires aussi. Le député Califère nous a rencontrés, on a rencontré. Les gens disent oui, mais vous avez raison, c'est vrai, effectivement, la santé et tout. Mais moi, c'est pas ça, ça ne suffit. Le désir qui est chez lui là maintenant, qui souffre, qui n'a pas de médecin. Le gars serait avec mal de tête, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous vous rendez compte de la santé, quand vous réveillez le matin, vous ne vous sentez pas bien, ou tout dit, ou bien au bigidi, ou pas ça, ou pas on compagnie. Vous vous rendez compte, quand vous avez un petit souci aujourd'hui, la santé c'est quoi? C'est primordial. Surtout avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Bien sûr. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire, il y a comme une espèce de peur immense au niveau par rapport à la santé. Et on ne peut pas dépêcher. À Guingamp, l'État signe un accord où 3 médecins cubains sont venus. Je ne sais plus encore dans l'Ardèche, je ne sais plus. Pareil, des médecins... Est-ce que ce serait une solution? Mais écoutez, il y a 83 ou 84 médecins pour 1000 habitants à Cuba. Et en France, c'est pénurie. Il y a 30 médecins ou 33 médecins pour 1000. Cuba est d'accord pour envoyer du monde. C'est quelque chose qu'on pourrait régler immédiatement. Il y a beaucoup de petites cubaines médecins ou de jeunes médecins qui voudraient venir sur un contrat de 2 ans, 3 ans, renouvelé, ou alors que quelqu'un d'autre puisse venir. Pourquoi on ne peut pas à 2 pas? Cuba, il y a 2 heures de vol de chez nous. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi ça se fait pas? Tout simplement parce que nous sommes nuls, madame. Nous sommes des nuls. Nous sommes des nuls et nous sommes des charlots. Nous sommes devenus des guignols face à la France parce que tout simplement, encore une fois, nous n'avons pas d'estomac, nous n'avons pas de force, nous ne sommes personne. Nous sommes zombifiés en Guadeloupe et nous n'avons aucune force et il n'y a personne capable de dire les choses vis-à-vis de n'importe quel responsable politique. On est toujours en train de louvoyer et de jouer les aplavantistes. Et justement, pendant cette conférence de presse du 13 mars, c'est ce que vous allez faire? Nous allons le dire et je veux vous donner un scoop. Oui. C'est que nous allons demander une redéco des circonscriptions en mettant les îles du Sud dans une circonscription ou en créant une 5e circonscription. Et nous voulons avoir un député pour défendre, je dirais, aussi tout ce qui ne va pas au niveau de chez nous. Est-ce que vous pensez que ça va être entendu? De toute façon, nous allons le dire. Oui. Les générations à venir vont le réclamer un jour. Il n'y a aucune obligation de fonctionner comme on fonctionne. C'est à nous de proposer, de dire à la France aujourd'hui ce que nous voulons de notre organisation pour optimiser les choses. Aujourd'hui, vous avez au niveau, la Désirade est rattachée à Gosier et au niveau de Saint-François. Vous avez les Saintes rattachées à Basse-Terre, je ne sais quoi. Vous avez Marie-Galante rattachée à un mastodonte comme Abîme, Pointe-à-Pitre. Vous pensez que Olivier Servat, le temps, avec tout ce qu'il y a à régler, Pointe-à-Pitre et ça permettrait d'avoir une voix vraiment particulière. Mais bien sûr, pour les... nous n'existons pas, on nous efface. C'est comme un tableau, vous écrivez et on passe une éponge sur vous. Et les gens, vous les voyez que lorsque les gens ont besoin de quelques votes. Marie-Galante ne représente plus rien. Donc 8000 habitants, il y a peut-être 2000 étrangers. Ensemble avec les îles du Sud, nous représentons à peu près 16 000 personnes. Donc nous pouvons aujourd'hui aller directement chez le papa là-bas et dire, monsieur, dorénavant, nous ne voulons plus fonctionner comme ça. Voilà ce que nous demandons. Qu'il y ait une circonscription ou alors nous rattacher tous ensemble parce que nous avons les mêmes soucis. Nous sommes des dépendances. On a créé une quarantaine d'années, soi-disant, ce Conseil des îles. C'est qui, c'est quoi, qui fonctionne dedans, qu'est-ce qui se passe? Le budget
de la région, le budget donc, du département. Dans ce budget-là, pourquoi il n'y a pas un budget voté spécifique pour les îles du Sud spécifiques et géré justement par cette troisième entité qui pourrait venir pour chapeauter justement ce qu'on appelle les îles du Sud. Je demande sur 5 ans, les 10 ans passés, qu'est-ce qui a été voté, qu'est-ce qui a été versé? Qu'est-ce qui a été versé au niveau de Marie-Galante ou bien des îles du Sud sur chaque île? Personne n'est capable de me donner ça. Il n'y a aucune comptabilité. Qu'est-ce que moi je verse en tant que Marie-Galante dans mes impôts? Qu'est-ce qui retourne à la Guadeloupe? On peut pas savoir. Il n'y a aucune comptabilité. Comment voulez-vous faire avancer la Guadeloupe, faire avancer le pays, quand vous n'avez pas, de manière mathématique et scientifique et rigoureuse, les entrées et les sorties de tout pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de transparence, une opacité. Je vous dis, et on pourra encore sortir d'autres conneries, d'autres bêtises. C'est élémentaire ce qu'on dit. Vous pensez que c'est une petite association de loi 1901 qui doit réclamer et demander ça aujourd'hui pour comprendre, analyser, pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on puisse optimiser notre fonctionnement? C'est une association qui doit venir, loi 1901, pour dire, mais qu'est-ce que, du point de vue impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière, octroi de mer, TVA, qu'est-ce qui sort de Marie-Galante, des Saintes et aussi de la Désirade, qui est reversé, je dirais, dans le global guadeloupéen? Qu'est-ce que nous représentons, ces 16 000 habitants, par rapport à la masse? Et qu'est-ce qui nous est reversé? Pourquoi il n'y a pas un budget total? Pourquoi il n'y a pas un EPCI des îles du Sud? Pourquoi un EPCI ou une EPCI? Je ne sais même pas. Pourquoi ça n'existe pas? On ne sait jamais exactement, substantiellement, ce qui est Est-ce que ce sont des questions qui sont récentes ou alors c'est quelque chose nous travaillons. Ouais. C'est que nous travaillons depuis 1 an, nous nous posons les questions. Mais on se dit, mais on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas politicien a priori. Je veux dire, M. Gabriel Froid non plus, c'est les chefs d'entreprise. M. Villeneuve non plus, M. Cassé non plus. Mais nous sommes en train de nous dire, moi je suis dans Marie-Galante. Il n'y a pas de seconde, j'étais obligé de prendre le bateau, l'avion, pour venir à Bainbridge et partir après ça pour aller faire des études. Je veux dire, moi je connais, je vis ça. Mes parents étaient commerçants. Je sais que ça veut dire, lorsqu'on achète à Jarry, on dépose sur le bateau ce que ça coûte, le bateau qui l'emmène à Marie-Galante, ce que ça coûte, quand on doit le récupérer sur le bateau pour l'emmener au magasin, ce que ça coûte. Bon, alors en tout cas, je sais que ça va être une conférence de presse qui sera animée. C'est une conférence de presse, j'espère que les gens vont devoir se secouer. Alors il faut bien comprendre que nous ne mettons pas le doigt sur quiconque. On n'est pas là pour faire du perso avec les gens. Nous sommes en train d'analyser quelque chose globalement. Oui. Et les inepties que nous voyons, et il y a autre chose. Moi, je ne vous dis même pas tout, mais il y aura des scoops. Il y a des choses à revoir. Bon, il faudra être sur place. Donc, conférence de presse le 13 mars à 10h, restaurant Sirop Café. Donc, c'est ouvert à tout. Sirop Café. Donc, c'est sur le débarcadère de Grandbourg. Même pas de voiture à louer. On va manger sur place. Bon, en tout cas, un débat animé, en tout cas des idées peut-être novatrices qui vont permettre de débloquer la situation. Exactement. Je vous remercie de votre accueil. Merci en tout cas d'être venu. On va finir notre émission, passer le focus du jour. Alors, focus du jour, si je peux avoir... Voilà. Spécial Zoom, donc Benjamin Moïse Di Benzo, qui est donc enseignant retraité, qui est déjà venu plusieurs fois sur le plateau, écrivain, conteur, acteur, musicien guadeloupéen. Il écrit en français, en créole, participe à de nombreuses productions théâtrales, programmes pour les enfants, festivals, contes et livres d'apprentissage de la langue créole. En 2023, il co-dirige avec le comédien Claude Lafont une pièce de théâtre sur le thème du harcèlement. Et c'est notre focus du jour. Voilà pour parole à pays là. Ziek rêvé, pas opposé coq goumet. Je ne connaissais pas du tout. Il ne faut pas se laisser abattre par les difficultés. Donc ça, c'est extrait de l'ouvrage Aller à l'Est pour parler créole. Voilà, pour aujourd'hui. Le focus et la parole. On a aujourd'hui reçu donc Monsieur Merabli Michael, donc directeur des sports au conseil départemental, qui nous a parlé des dispositifs d'aide aux athlètes. Avec Anansa Devouton, donc chroniqueuse, elle nous a parlé de la résolution de problèmes. Avec Monsieur Leclerc Bernard, donc de l'association Noukat Seyon, il est question de cette conférence de presse qui aura lieu mercredi 10h.
à Marie-Galante. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'information, on a parlé de la journée porte ouverte de la rééducation donc à Palais-Royal au CHU, qui a eu lieu ce samedi. Il était aussi question du premier rassemblement des volontaires guadeloupéens pour les Jeux Olympiques, donc, qui s'est déroulé sur Sainte-Rose. On a évoqué cette journée du poids qui a eu lieu à Anse-Bertrand ce dimanche, ainsi que la coupe gagnée par le CSM 4 buts à 1, qui ira donc en finale interrégionale en Martinique fin mai, début juin. Et il était aussi question du Ramadan qui commence, donc avec l'interview de l'imam de Guadeloupe. Voilà pour aujourd'hui. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Il est 13h53. On se retrouve demain pour une autre émission.